Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Il y a des sujets d'actualité à évoquer ensemble. On est à quelques heures. Alors finalement, c'était ce soir, l'ultimatum décalé de 24 heures par Donald Trump, l'expiration de cette trêve, de ce cessez-le-feu entre Américains et Iraniens. On navigue, au moment où on se parle, entre escalade navale et dialogue de sourds. Comment tout ça devrait évoluer? Le cessez-le-feu sera reconduit? La reprise de la guerre? Vous ne savez pas? Écoutez, qui est dans le cerveau de Donald Trump? Peut-être pas Donald Trump lui-même. Donc à partir de ce moment-là, on peut élucubrer, on peut raisonner sur diverses hypothèses, mais on n'est pas capable de les hiérarchiser. Il n'ira pas contre ses intérêts. Non, c'est en réalité toute la question. Pour moi, il y a un point de bascule dans la vision que j'ai de Donald Trump, peut-être totalement erronée, c'est l'attaque qu'il a menée contre le pape. Pas pour des raisons de principe ou de morale, c'est la première fois qu'il fait quelque chose qui est contre ses intérêts politiques. Il a besoin de l'électorat catholique, il a besoin des hispaniques, la moitié des hispaniques ont voté pour lui. Donc on entre dans une période où on voit bien que cet homme a des pulsions, et évidemment ces pulsions sont liées au fait que la réalité s'est dérobée. Il espérait traiter le problème iranien. En 6 semaines, il avait dit. Oui, mais il espérait traiter le problème iranien comme un gros Venezuela, grosso modo. Ça ne s'est pas passé. Il est dans une situation où les Iraniens le narguent. Donc, jusqu'où le conduira son irrationalité et pour une part sa folie, il faut employer les mots. J'avais une discussion avec une personne très cultivée sur le thème suivant. Quel a été le chef d'État avant Trump dont on peut penser qu'il est fou? Les grands dictateurs du XXe siècle n'étaient pas fous. Ils étaient illuminés, monstrueux, mais ils n'étaient pas fous. Ils avaient une stratégie. On savait où ils allaient. Ils le disaient tous d'ailleurs. Les vrais dictateurs disent où ils vont. Ben, vous pouvez remonter l'histoire. Et mon interlocuteur me disait, et c'était un bon historien, depuis Néron, j'en connais pas. Donc il y a un aléa et ça va s'aggraver. Sur l'Iran, peut-être, mais ça s'aggravera après les mi-termes. Et ça s'aggravera plus on approchera de la fin de son mandat. Pourquoi? Parce que Trump, s'il sent que le risque de l'arrivée des démocrates au pouvoir après lui est grand, il aura peur. Pourquoi? Il aura peur pour sa liberté. Parce qu'il y a un moment où si les démocrates reviennent au pouvoir, on les verra, les commissions d'enquête. Les délits d'initiés, la corruption, le vol, toute chose qu'on imaginait dans des républiques bananières se produit aujourd'hui à grande échelle à Washington. Donc comment il réagira à cela? Comment réagira le système? Donc, aujourd'hui, vous entendez évoquer aux États-Unis l'article 25 de la Constitution. Ce n'est pas l'impeachment. L'article 25, c'est en réalité le coup d'État légal à la main du vice-président et du cabinet, ratifié ensuite par le Congrès pour démettre le président s'il est inapte à sa fonction. C'est son cercle le plus proche. Ah, non. Il a nommé des gens qui étaient totalement acquis. Et à quoi ils doivent tout. Et ils penseront à quoi? À leur survie. Et M. Vance, il pensera à quoi? À son avenir. Vous pensez, avec l'expérience qui est la vôtre, vous croyez que la fidélité est la marque de fabrique de la politique? Non, pas à votre âge. Ok. Alors, je ne dis pas que tout ça va se produire, mais... Donc c'est son cabinet plus proche qui le destituerait? Pardon? C'est son cabinet. C'est la constitution des articles. Le cabinet peut voter la destitution du président au profit du vice-président avec ratification après par le Congrès. Et aujourd'hui, vous avez des membres, évidemment de l'opposition démocrate qui abordent le sujet, mais vous avez même quelques républicains qui commencent à poser le problème. Peut-être que ça ne se posera pas, mais tout est possible. Sondage NBC News, juste, code de popularité de Trump qui a atteint un creux inédit, 37% des Américains soutiennent son action. Les midterms auraient lieu demain, ils perdraient la Chambre des représentants et le Sénat. Et là, la vie sera un peu plus difficile. Alors,
Est-ce qu'il voudra aller jusqu'au refus des élections? Est-ce qu'il tentera un coup d'État légal? Je suis désolé de poser des questions de cet ordre sans en avoir la réponse, mais personne n'a la réponse. Donc, il pourrait aller contre ses intérêts dans le choix qu'il va Mais faire je pense qu'il y a une part d'ici 48 heures. d'irrationalité chez lui qui fait qu'on ne peut plus savoir. Ce que je remarque en revanche, par rapport à l'atmosphère d'angoisse, d'incertitude et autres, c'est que le prix du pétrole n'est pas très élevé. 95 $, on se parle. 95 $, on a connu bien pire. Et rappelez-vous, après la crise ukrainienne, à quel niveau est montée l'électricité et le gaz. Oui. Je veux dire, oui. on vient de 60 $, on est à 95 $. Nous, d'ailleurs, ça nous frappe moins parce qu'entre-temps, l'euro est monté. Pas récemment, mais depuis que Trump est au pouvoir. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on entend parler de pénurie, on entend parler, j'ai entendu tout à l'heure, de voyages annulés, on entend parler d'un kérosène qui se raréfie, et les marchés, au fond, n'y croient que modérément. Je ne veux pas dire qu'ils ont raison, mais ça interpelle toujours. Vous savez, les marchés, il faut toujours détourner la dernière phrase d'Othello. La dernière phrase d'Othello, c'est une histoire de fou racontée par des idiots et qui ne veut rien dire. Les marchés, c'est une histoire de fou racontée par des idiots, mais qui veut dire quelque chose. Donc l'interprétation de cette hausse que modérée du pétrole, c'est que le pire n'est pas à redouter. Au fond, tout le monde pense qu'il n'y aura pas de bonne solution, mais que le pire n'est pas probable. Mais peut-être que les marchés auront tort, on verra. Les Iraniens, vous me disiez qu'ils narguent Donald Trump. Oui, ils s'en sortent bien, même si militairement, ils ont été, pour le coup, quand même... Non, mais le régime, pour l'instant, le régime tient. Il joue très habilement la dissuasion du faible au fort. Reste qu'il y a une question que je trouve personne ne pose, en disant le régime a renforcé sa cohérence. Quand on voit le degré d'information que les Israéliens ont, ce degré d'information, d'ailleurs, un jour, le chef du Mossad a dit « Je connais mieux les rues de Téhéran que les rues de Jérusalem », ce qui est une phrase formidable. Ce degré d'information ne peut venir que du cœur du système. Les gens qui informent les Israéliens, ils ne le font pas pour l'argent, ils sont tous tellement corrompus qu'ils n'ont pas besoin des quelques dollars que les Israéliens ou les Américains leur donneraient. Ça veut dire qu'ils sont en opposition. Donc il y a une opposition dans le régime. Se coalisera-t-elle? Essayera-t-elle de bouger un jour après la fin de la guerre? Il n'y a jamais de changement de régime sous les bombes. Ça, c'est une règle. Donc, dire que le régime a gagné en cohérence et qu'il est là encore pour 50 ans, ça me paraît totalement erroné. On entend dire ces dissensions, ces tensions internes, effectivement, qui s'accroissent entre les gardiens de la Révolution et l'aile plus politique. Non, mais je vous donne un seul exemple. Pour ça, on n'en sait rien de ce qui se passe, mais il y a un seul fait. Les Israéliens ont un degré d'information qui prouve qu'il y a des taupes au plus haut niveau du système. Et ces taupes le font parce qu'elles sont en désaccord avec le système. Ouais. La stratégie de Trump, si tant est qu'il y en ait une, c'est de penser que la pression militaire et économique fera capituler le régime iranien. C'est une bonne stratégie, ça? Jusqu'à présent, non. Bon. Mais après... Chaque jour où le détroit d'Ormuz est bloqué, aussi coté par les Américains, 500 millions de dollars apparemment qui ne rentrent pas dans les caisses iraniennes. Oui, mais enfin, ils ont résisté à plus long que ça. Au fond, quel est le pari qu'ils font? Ils sont rationnels. D'abord, n'oubliez pas que les Iraniens, ce sont les Perses. Et que les Perses, c'est la plus belle histoire de l'humanité. Donc c'est un peuple d'une intelligence prodigieuse. Je veux dire, donc, il s'agit d'un état-major de salauds, de tortionnaires, mais ce sont des gens intelligents. Il n'y a qu'à voir comment ils manient la communication. Ils sont au jeu de la communication modèle Disney meilleurs que les Américains. Moi, je pense qu'ils font un pari très simple. Le temps est leur allié. C'est que Trump, avec sa versatilité, sa légèreté, son émotivité, sa folie, il y a un moment où il n'acceptera pas de voir son avenir politique compromis par le poids le prix de l'essence aux États-Unis. Donc, il finira d'une manière ou une autre par prétendre qu'il a gagné, et en fait, il reculera. Je pense qu'ils font un pari sur la psychologie de Trump intelligent. Et jusqu'à présent, au fond, il n'a jamais basculé dans une attaque tous azimuts.
Les mots ont été d'une violence folle. La fin d'une civilisation. La réalité... Qui a fait trembler beaucoup de monde quand même, hein, pas seulement en Iran d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est aussi sa jouissance. Le monde tremble à la moindre parole. Pour un type aussi fou, aussi mégalo, ça doit être un bonheur infini. Après, pour approcher les positions entre Iraniens et Américains, c'est compliqué. Non, mais sur le stock d'uranium de 400 kilos que les Américains veulent récupérer. Les gens sérieux, c'est-à-dire les administrations d'autrefois, c'est-à-dire la négociation qu'Obama a conclue en 2015 était une négociation qui a duré des années, qui a été extraordinairement difficile, faite par les meilleurs experts du monde. Donc, tout deal que Trump fera à la Trump ne sera pas un deal sérieux. Ce sera une espèce de statu quo camouflé en victoire rhétorique pour tout ça pour ça. S'ouvrira. Tout ça pour ça, oui. Avec quand même des conséquences politiques très importantes. Pour moi, dans cette affaire, la vraie surprise, elle n'est pas du côté de Trump. Elle est du côté de l'attaque des Iraniens sur les pays sunnites. Et de leur absence de réaction. De qui ? Des pays sunnites. Non, mais les pays sunnites, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les armes qu'ils avaient. Je veux dire, les pays du Golfe ont essayé de se défendre et ils ont été aidés par leurs alliés, dont nous. Oui. Nous avons respecté nos engagements de défense. Les Saoudiens ont intercepté des missiles, ne sont pas entrés en guerre. Mais la réalité, c'est que, d'une certaine manière, les Iraniens chiites ont envoyé les sunnites du côté des accords d'Abraham. D'une certaine façon, si le gouvernement Netanyahou n'était pas ce qu'il est, avec la dictature sur sa ligne politique des extrémistes, aujourd'hui, un gouvernement israélien raisonnable qui proposerait un micro-État palestinien, une espèce d'État palestinien Potemkin, comme Catherine II faisait des villages Potemkin, il arriverait à faire basculer l'Arabie saoudite dans les accords d'Abraham. Je veux dire, l'attaque sur les pays sunnites par l'Iran. De l'Iran est un fait qui aura des conséquences qui vont au-delà de Trump. C'est un fait qui redessine beaucoup plus l'histoire du Proche-Orient que les foucades. Et qui met un terme aux accords d'Abraham avec un rapprochement entre monarchie sunnite et Israël. Ça ne met pas un terme, au contraire. Pour vous, ça peut renforcer ? Mais ça ne peut que les renforcer. À partir du moment, quel meilleur allié quelle est la puissance militaire ? Quel est aujourd'hui le Sparte du Moyen-Orient ? C'est Israël. Quelle est la puissance militaire sur laquelle ils peuvent compter ? En réalité, c'est Israël. N'oubliez pas que le 7 octobre a eu lieu parce que le Hamas a voulu empêcher l'adhésion de l'Arabie saoudite aux accords d'Abraham. Donc, pour moi, la décision des Iraniens d'attaquer les États sunnites est incompréhensible parce qu'elle est totalement contre-productive. Et contraire à leurs intérêts. Ouais. Retour en France avec Jordan Bardella qui a déjeuné hier avec le MEDEF dans le cadre d'une série d'entretiens du patronat avec d'autres leaders à venir des principaux partis politiques. Un déjeuner qui fait parler parce qu'il intervient, on l'avait évoqué la semaine dernière, après un dîner entre Marine Le Pen et plusieurs patrons du CAC 40. Est-ce que le patronat doit ou pas parler au RN ? Il y a deux choses différentes. Que le patronat institutionnel rencontre toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. C'est normal. C'est normal, le RN, LFI et tous les autres. Le dîner d'entreprise est cité, tel qu'il a eu lieu, jusqu'à nouvel ordre, il n'a pas été accompagné de l'annonce d'une rencontre avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense que le patronat fait une erreur fondamentale dans ce genre de contact, c'est qu'ils croient qu'ils peuvent être les marionnettistes. La réalité politique, or aucun d'entre eux n'a la moindre adhésion idéologique à ce qu'est le RN, ni à son côté illibéral, ni à son programme économique absurde. Ils imaginent qu'à leur expliquer des choses, ils les feront changer d'avis. C'est totalement absurde. C'est-à-dire, ils ignorent ce qu'est la logique de la politique. Si par malheur, à mes yeux, le RN gagne l'Élysée, il gagnera l'Assemblée nationale. Donc il appliquera son programme, si absurde soit-il, jusqu'au moment où il sera contre le mur de la réalité. Et donc, aujourd'hui,
rencontrer le RN de manière exclusive, non pas au titre de tous les partis politiques, c'est leur faire un cadeau sans contrepartie. De quoi le RN souffre? De ne pas avoir la moindre crédibilité économique. Il y a ailleurs de quoi, puisque c'est un programme dont l'absurdité n'a d'équivalent que l'absurdité à la puissance 2 du programme des LFI. Donc, que des gens économiquement raisonnables disent on peut discuter avec eux, ils leur font un cadeau, et le RN, je le comprends tout à fait, l'encaisse sans rien donner en échange. C'est vraiment une politique. C'est de la mauvaise réelle politique. C'est de la politique de gribouille, c'est pas de la réelle politique. Ouais. Jordan Bardella qui assure qu'il n'est pas de gauche et qu'il n'a pas l'entreprise honteuse et qu'il est en faveur de la liberté d'entreprendre. Non, mais de toute façon, il y a deux RN. Je veux dire, il faut faire un peu de sociologie électorale. Il y a le RN du Nord, pour une part avec comme électeurs d'anciens électeurs communistes, RN du Nord dont est issue, même électoralement, Madame Le Pen, de Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, tout ça, c'était le monde communiste avant, communiste ou socialiste. Et puis vous avez le RN du Sud qui touche beaucoup plus des couches petites bourgeoises, poujadistes, petits commerçants. Et il est bien clair que la vision que les uns et les autres ont de l'économie n'est pas la même. Pour l'instant, parce qu'ils sont dans l'opposition, ils ont le vent en poupe, cette espèce d'alliage économique contre nature a tenu. Mais tout ça explosera d'une certaine façon face au mur de la réalité. Moi, le problème, si vous voulez, qui fait que je suis aussi hostile et violemment hostile à ce qu'ils sont, c'est que le jour où ils se heurtent au mur de la réalité, quel est le risque ? Le risque, c'est qu'ils aillent vers une dérive illibérale. Alors, j'entends des patrons me dire « mais on a connu ça en 83 ». Non, mais il y a une immense différence. Ni François Mitterrand, ni Pierre Mauroy, ni Gaston Defferre, ni Jacques Delors, ni Michel Rocard n'allaient mettre en cause la démocratie libérale, puisqu'ils étaient à certains égards plus libéraux que le pouvoir qu'ils avaient remplacé, c'est-à-dire le pouvoir giscardo-gaulliste. Donc, en revanche, dans les gènes du RN, la tentation illibérale existe, tentation illibérale qui existe et qui a existé en Europe, mais qui n'est pas vouée à être éternelle. Je veux dire, on ne mesure pas ce que représente le vote de ce petit pays qu'est la Hongrie. Qu'est-ce qui s'est passé en Hongrie? Orban a, d'une certaine façon, fait que les élections ont eu lieu, mais comme les observateurs disaient, elles ne sont pas justes. Maîtrise des médias, relatif trucage des listes électorales, modification des règles du jeu sur la composition des listes. Alors en effet, on peut comme ça tricher pour 1, 2, 3%. Quand il y a un raz-de-marée, le raz-de-marée efface les choses. C'est d'ailleurs là qu'on voit que les populistes, il faut le reconnaître, ne sont pas des fascistes. C'est-à-dire quand le raz-de-marée les écrase, ils partent. Les fascistes mettent fin aux institutions. Donc il faut voir ce que sont les dangers populistes, à la fois par ce qu'ils représentent, mais il ne faut pas non plus se tromper de vocabulaire. Ce n'est pas un danger fasciste, c'est autre chose. Il faudra pour le RN clarifier sa position, notamment en matière d'économie. Mais ne vous inquiétez pas, c'est là que tous ces patrons se leurrent, ils ne la clarifieront pas, car leur intérêt politique, ce sera de ne pas la clarifier. Et puis ils se disent... Pour garder les deux... ils se disent, une fois qu'on est au pouvoir, on verra ou on verra pas. Mais pensez qu'après avoir rencontré les meilleurs managers français, ils vont nous faire un programme modéré, européen, politique de l'offre, et tout quanti, mais c'est une plaisanterie. En même temps, Marine Le Pen et Jordan Bardella, on finit là-dessus, ont envoyé une lettre aux chefs d'entreprise dans laquelle ils disent vouloir lever les verrous normatifs qui freinent le développement économique de la France. C'est une énième loi de simplification. Non, mais on ne peut pas leur faire grief de faire de la politique. Mais vous les avez entendus depuis qu'ils fréquentent les patrons dire qu'on reviendra à la retraite à 64 ans ? Vous les avez entendus dire les votes qu'on a fait à l'Assemblée nationale où on a voté des dizaines de milliards d'impôts, en fait on s'est égouré, c'est pas ce qu'on pense. Ils auront un programme économique absurde et démagogique. Donc c'est totalement inutile de leur donner un certificat de bonne conduite sur un programme absurde. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Alain Minc, invité de la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous. Et à bientôt, toujours un plaisir. Bientôt.